salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une petite vidéo intitulée les effets pratiques au cinéma. En fait, en anglais, on appelle ça les practical effects. Ce sont vraiment tout ce qu'on entend comme effet par animatronics, maquillage, latex, tous les effets même visuels qui peuvent être faits, mais de manière, je te dirais, pas mal artistique. D'accord, une porte qui se ferme, je sais pas moi, des choses comme ça, tu sais que on tape dans les murs, on fait croire qu'il y a un monstre pas loin. Donc, ce qui ne correspond pas à des effets spéciaux. C'est-à-dire que réellement, je vais parler plutôt des effets pratiques. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui, moi, me tient pas mal à cœur. J'adore ça, les effets pratiques. Il est practical effect. Il est vrai que il y en a eu beaucoup dans énormément de films depuis peut-être les années 40, 50. Je pense à Ed Wood qui était pas mal un des maîtres là-dedans dans les practical effects. Il utilisait beaucoup ça. Une fausse pieuvre qui sort comme ça, par exemple, de l'eau dans Planet 9 from Outer Space, si je pense particulièrement à ça. Mais il y avait bien d'autres choses. Des films de zombies qui ont utilisé beaucoup des practical effects avec des maquillages quand même relativement élaborés. Moi, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup parce qu'il y a quand même pas mal de films dans l'histoire du cinéma qui ont bien vieilli, je te dirais, par rapport aux practical effects qui étaient bien faits à l'époque et qui, du coup, je te dirais par rapport à certains effets spéciaux pour le même genre de film qui, eux, ont évolué dans le mal. On voit le film et finalement, les effets spéciaux ont tellement évolué que ça devient quasiment irregardable. Il y a réellement... Alors, bien sûr, tu as des films aussi qui ont des effets pratiques qui ont terriblement mal vieilli. Certains qui ont même mal vieilli après juste quelques années. Vraiment pas longtemps après. Mais par rapport aux effets spéciaux, je trouve qu'il y a beaucoup de films avec des effets pratiques qui reste encore très regardable. Si je pense très rapidement, par exemple, au premier Star Wars, il y a beaucoup de latex, de choses comme ça dans des monstres, etc. Dans Retour, si je pense au Retour vers le Retour du Jedi, par exemple, j'allais dire Retour vers le futur, je mélange deux franchises. Retour du Jedi, par exemple, donc on voit beaucoup, il y a des personnages il y a des effets spéciaux, etc. naturellement, mais il y a aussi beaucoup d'utilisation de latex, de maquettes aussi pour les effets spéciaux, les vaisseaux spatiaux. J'arrive plus à parler. Effets spéciaux, vaisseaux spatiaux, c'était proche. Donc on voit que voilà, il y a pas mal de films comme ça qui quand même ne vieillissent pas mal et qui ont même une certaine qualité, je te dirais, par rapport aux effets pratiques. Alors j'ai fait une liste dans cette vidéo-là. Je vais revenir sur plusieurs films qui sont marquants pour moi parce que voilà, je suis tout seul à faire la vidéo, comme d'habitude. Tu peux laisser bien sûr dans les commentaires tes idées par rapport à peut-être ta propre filmographie, s'il y a des films qui t'ont particulièrement touché vis-à-vis des effets pratiques. Moi, j'en ai sélectionné quelques-uns qui, pour moi, sont peut-être des incontournables par rapport à ce type d'éléments dans le cinéma, donc les effets pratiques. C'est sûr que j'en ai sélectionné, il y en a plein d'autres aussi qui font partie de ma filmographie, mais il fallait que je sélectionne juste quelques films, donc j'ai pris plus ou moins les plus importants. Très rapidement, je pensais en faisant comme ça la vidéo, puis je trouve ça relativement cool quand même, des films qui ont mal vieilli au niveau des effets spéciaux. C'est ça dont je parlais juste avant, différence entre effets pratiques et effets spéciaux. Je pense à Flash Gordon. Bon, mais Flash Gordon, 1980 de Mike Hodge avec Sam G. Jones qui était un joueur de football, il me semble à l'époque. Bon, mais ça c'est certain que c'est un film qui est vraiment connu, relativement connu pour avoir mal vieilli au niveau des effets spéciaux. C'est relativement horrible quand même, il faut dire ce qui est. Ou sinon aussi, j'avais pensé à Zardoz en 1974 de John Boorman avec Sean Connery. Oui, alors bon, même les costumes dedans sont un petit peu quand même risibles dans Zardoz, il faut dire ce qui est. C'est un film quand même qui à l'époque, Zardoz, si tu regardes un petit peu la narration du film en arrière, il y a quand même de la puissance narrative en arrière de ce film-là. Il y a quelque chose qu'ils essayaient d'aller chercher. Mais c'est trop à réessayer par moment et du coup ça perd un peu la route et évidemment ça a excessivement mal vieilli au niveau des costumes et les effets spéciaux sont relativement horribles, faut dire ce qui est. Si je prends, je vais finir avec ça, 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est un film qui date de 1968, plus vieux que Zardoz, qui est encore regardable à l'heure actuelle. Les effets spéciaux sont quand même assez convaincants encore à l'heure actuelle. Donc on voit que il y a réellement le cosmonaute qui vieillit par exemple à la fin, là c'est du latex, c'est quand même bien fait. Et on est en 1968. La planète des singes, pareil, les années 60, quand même encore bien fait pour ma part, en tout cas moi je trouve.
que c'est quand même bien fait. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, les nouveaux Planète des Singes sont pleins d'effets spéciaux, de maquillage, de latex et d'effets spéciaux qui sont avec le maquillage, mais quand même, c'est encore bien fait. Donc on voit que les practical effects, j'ai oublié d'en parler de la Planète des Singes, mais j'aurais pu. On voit que les practical effects sont quand même très importants dans le cinéma et permettent à certains films de durer quand même dans le temps et qu'on puisse encore les regarder, que ce soit très regardable, je te dirais. Donc on va commencer tout de suite avec la liste de quelques films que j'ai choisis pour parler des effets pratiques au cinéma. Alors, premier film que j'ai choisi, qui est quand même un film assez récent quand même, et qui utilise beaucoup de practical effects, Insidious en 2010 de James Wan, avec le grand scénariste Leigh Whannell, que d'ailleurs si tu connais pas Leigh Whannell, c'est le créateur de la franchise Saw, S-A-W, qui avait débuté en faisant en fait un court-métrage, Saw, qui est finalement devenu un film, qui est finalement devenu une franchise à succès qui ne finit plus d'en finir, avec le gars à l'intérieur, le tueur qui est mort mais qui revient quand même par l'intermédiaire d'eux, etc. J'en ai vu un ou deux, non j'en ai vu un petit peu plus, mais je me suis arrêté parce que je trouvais que ça tournait relativement en rond, cette franchise-là. À noter que le premier Saw est exceptionnel, par contre c'est un très grand film. 6.8 sur 10 sur IMDb pour revenir à Insidious, avec comme acteur, tu vas retrouver, j'ai oublié de les noter, Patrick Wilson, pardon, Rose Byrne, on voit un peu le derrière de la caméra, Patrick Wilson, Rose Byrne, etc. À noter d'ailleurs que Leigh Whannell joue dans le film le rôle de Speck, et qu'il est accompagné de Tucker, qui est joué par Angus Thompson, qui est un ami à lui, australien, puisque les deux viennent d'Australie. Alors, Leigh Whannell, c'est un scénariste que moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il est très talentueux, il crée réellement des univers qui sont très originaux, je te dirais pour ma part. Au niveau de Insidious, qui a starté un petit peu quelque part, hein, qui a commencé une série de franchises de films qui sont Insidious, il y en a jusqu'à The Last Key, il me semble, un des derniers, il y en a un autre qui va sortir, ou les Conjuring, puis il y a eu les Annabelle aussi, donc il y a eu une espèce de spin-off comme ça, Annabelle je pense c'est un spin-off de Conjuring, Conjuring évolue dans le même univers qu'Insidious, reprenant les mêmes acteurs qui n'ont pas les mêmes rôles, ceci étant dit, que dans Insidious, donc il y a réellement tout un univers qui a été créé, mais pour ma part, je les ai tous vus, la plupart, parce qu'il y a toujours cette histoire de practical effects qui me tient un petit peu à cœur, et qui sont présents dans tous ces films-là de la franchise. Celui que j'ai préféré, ça reste Insidious, le premier film. J'ai trouvé que réellement le scénario était d'une originalité hallucinante. Il faut dire que c'est un film qui, à la base, est quand même une référence de Poltergeist de Tobe Hooper qui était sorti en 1982. Leigh Whannell s'en est pas caché du tout. Mais même si on sait que c'est la référence à un film culte, il y a quand même une créativité en arrière qui reste hallucinante. Alors bien sûr, practical effects sont très utilisés dans le film, ne serait-ce qu'à un moment donné, par exemple, tu vas avoir une scène d'incantation où ils ont carrément des éléments respiratoires pendant qu'ils font les espèces d'incantations, ce qui est relativement cool, ou ne serait-ce que, spoiler alert, on voit le démon à la fin, et le démon c'est carrément, c'est pas du CGI quoi, c'est vraiment un gars qui est en costume, qui est complètement maquillé, etc. Il a ses petits instruments qui tournent à la fin. On lui a conçu, comme ça, dans sa dimension, une sorte d'univers, une pièce qui est à lui avec ses petits jouets, ses petits éléments. Je trouvais ça vraiment, vraiment génial. Il y a vraiment un travail, en fait, qui est effectué au niveau des prosthétiques, au niveau, même, je te dirais, un petit peu de l'animatronique, mais plus au niveau du visage, des articulations, etc. qu'il peut y avoir dans le film. Mais beaucoup de maquillage, beaucoup de costumes, des maquillages qui sont très très prononcés, réellement des environnements qui sont refaits même au niveau des décors, etc. C'est un film qui est prodigieux par rapport à ce niveau-là. Très peu d'utilisation d'effets spéciaux, même s'il y en a un petit peu certes dans le film. Donc je pense que c'est un film qui va relativement bien vieillir, comme je le disais au début de la vidéo, dans le temps, grâce à ça. Ouais, non, vraiment, j'ai bien apprécié. Pour revenir sur Leigh Whannell, quand même, au niveau des films qu'il a fait, certains qu'il a réalisé, d'autres où il était uniquement scénariste. On peut parler de Cooties, il était scénariste de Cooties en 2014 avec Elijah Wood, qui est un film qui est quand même pas si mal, surtout les scènes de début, de dialogue entre personnages. Tout au départ, là, des enseignants désabusés, je trouvais ça vraiment, vraiment exceptionnel. C'est quand même un film assez bon, traîne un petit peu sur la longueur, je te dirais au milieu, hein, ça s'étire un petit peu en longueur dans la narration, mais ça reste quand même très regardable et très bien. Upgrade en 2018, 7.5 sur 10 sur IMDb. Alors ça, je te le conseille,
Ça, c'est pour moi une petite perle. Je l'ai découvert. C'est Leigh Whannell qui est en arrière de ça. C'est un film futuriste, ambitieux, je te dirais, quelque part aussi, au niveau des idées. Non, j'ai vraiment apprécié ce film-là. Il est assez gore par moments. Mais non, c'est bien fait. L'idée en arrière, tout est basé sur l'idée. Les effets spéciaux accompagnent l'idée, mais il n'y a pas que des effets spéciaux encore. Il y a beaucoup d'effets pratiques, surtout dans les scènes de combat que lui il peut avoir, et des effets de caméra hein, où il inverse le sens de la caméra et du coup ça nous donne des images qui sont inversées et que nous on pense voir dans le bon sens. C'est hyper intéressant comment il a pu faire ça. Son dernier film que j'ai hâte de voir, The Invisible Man, 7.1 sur 10 sur IMDb, qui est sorti en 2020 avec la grande Elisabeth Moss. Donc ça, c'est vraiment un film que je veux voir. Tout le monde dit que c'est relativement bien fait. C'est le Invisible Man, hein, l'homme invisible, mais qui est méchant, qui a vraiment une... On l'avait déjà vu dans un film, je me souviens plus, avec Kevin Bacon, je me souviens plus du titre, où lui aussi était un homme invisible relativement méchant. C'était pas mal aussi. Ça, c'est un petit peu différent, c'est plus réellement le film avec Kevin Bacon, dont je me souviens plus le titre, Hollow Man c'était. Ça c'était un film qui était qui est réellement un film voilà avec une ambiance, une envergure, etc. Une mise en scène qui était quand même relativement bien construite. Là on est plus dans du film, je te dirais du huis clos. Hein, ça se passe beaucoup dans son appartement et on est très peu dans les extérieurs, on est très peu avec de multiples personnages. Tout est centré autour d'Elisabeth Moss. Donc je pense qu'il y a réellement un univers, je n'ai pas vu le film, mais qui va être plus stressant pour le spectateur. Hein. On est oppressé dans cet univers-là, qui ressemble un peu à du système de film d'horreur quelque part. On reprend les mêmes mécanismes. Ça peut être très intéressant. Pour Insidious, quand même, au niveau des quelques anecdotes, hein, pour terminer là-dessus, il faut savoir que le film a été tourné en 3 semaines uniquement. C'est hyper court pour un tournage de film. Un film, habituellement, c'est minimum 3 mois, je te dirais, de tournage. Certains films sont même plus longs. Certains films sont tournés en doublant, hein, comme si je pense au Matrix, etc., ou au Seigneur des Anneaux. Donc là, c'est carrément des très longues périodes de tournage. Mais un film typique, c'est à peu près 3 mois, je te dirais 1 mois et demi à 3 mois maximum. 3 semaines, c'est très très court. C'est très 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 court. Barbara Hershey, ça c'est la dernière peut-être petite anecdote, mais qui est très intéressant, qui joue le rôle de Lorraine, la femme, pas la femme, la mère, pardon, de Lorraine Lambert, la mère du personnage joué par Robert Wilson. Robert Wilson, hein, je sais pas, Patrick Wilson, pas Robert Wilson. Ok, j'ai du mal avec les prénoms aujourd'hui. Donc Patrick Wilson, elle jouait déjà dans un film d'horreur en 1982 qui s'appelait The Entity, qui était un très très bon film et qui aussi, je pense, a pas trop mal vieilli, je te dirais, dans le temps, et ça fait partie du sujet de la vidéo pas mal finalement. Et c'est un film qui, moi, m'avait vraiment beaucoup touché et beaucoup plu, qui soi-disant serait basé d'ailleurs sur un fait divers réel, mais c'est à prendre avec nuance parce que la personne avait des troubles psychologiques a priori et aussi des problèmes d'addiction à l'alcool, etc. Donc c'est difficile de dire si l'histoire était vraie ou pas, mais le film, lui, reprend cette idée et génère comme ça une narration qui est vraiment exceptionnelle dans ce film-là. Très bien tourné avec le psychiatre que j'avais beaucoup aimé, Silver, le frère de Ron Silver, il me semble, le producteur. Qui jouait là-dedans et a réellement comme ça une espèce d'opposition entre lui et la victime jusqu'à ce qu'il se rende compte évidemment que ce qu'elle dit ce n'est pas de l'affabulation, c'est la réalité. Beaucoup de practical effects là-dedans aussi. On voit par exemple, je l'avais lu, des scènes de nu dans le film et en fait c'est pris en gros plan et c'est du latex, c'est pas une partie de corps de femme, c'est réellement un corps qui a été refait en latex, ce qui est relativement cool aussi je trouvais comme idée. Donc, si tu l'as pas vu, Insidious, je trouve que les effets pratiques sont vraiment exceptionnels dans ce film-là. Et je poursuis avec des films bien plus classiques. Évidemment, je pense que tout le monde va se dire, mais oui, évidemment qu'il cite ces films-là dans cette vidéo-là, c'est normal. Donc, Jaws, en 1975, Les Dents de la Mer, de Steven Spielberg, avec Richard Dreyfuss, Roy Scheider, Robert Shaw, notamment, qui est mort pas longtemps après, en 1978, d'un accident cardiovasculaire. Parce qu'il y a eu une attaque comme ça, c'est vraiment triste, mais bon, c'est la vie, hein, malheureusement.
Donc pourquoi je parle de Jaws? Parce que naturellement, tu l'auras compris, le fameux requin qui marche pas. Alors, je sais pas si tu l'auras compris, je sais pas si tu es au courant, mais à l'époque, il en avait beaucoup parlé. Steven Spielberg a mis énormément de temps à tourner le film. Le requin ne marchait jamais. Il faut te dire que le requin, voilà, c'est pas un vrai requin, hein, tu l'auras compris, c'est réellement un animatronique avec un système robotique à l'intérieur. Il y a même un requin où c'est des plongeurs qui sont en partie à l'intérieur et qui le font fonctionner avec des systèmes mécaniques. Bon, il tombait tout le temps en panne, ça marchait pas. Alors, c'est sûr qu'il y a des images comme ça qui sont tournées de vrais requins à l'intérieur qu'ils ont pris de certains documentaires et qu'il a associé aux images de son requin en carton-pâte, mais qui est quand même relativement bien fait. Si tu regardes par exemple, évidemment, une des scènes finales quand le bateau il est comme ça et que Robert Shaw tombe et se fait manger par le requin, évidemment c'est un faux requin. Et on voit quand même, c'est le requin mécanique. Et on voit quand même qu'il est très très bien fait. Alors les acteurs l'ont souvent dit, on était prêts pour la scène commençait, le requin tombait en panne, on en avait pour des heures à le réparer. Donc c'était relativement mais pénible hein, pour le tournage. Par contre, le rendu est génial. Le rendu est génial. Le film date de 75 et je trouve qu'à part quelques scènes ça et là, quand même, grosso modo, le film est encore très regardable et le film, même, tu y crois en tant que spectateur à 100%, à 100 000%. Parce que les effets pratiques sont indéniablement super bien faits. Et évidemment, tu as plein d'effets après de maquillage, etc. La jambe qui tombe au fond de l'eau, si tu suis exactement, si tu connais le film, j'imagine que oui, tout le monde connaît ce film-là par cœur. Donc là, voilà, tout ça, c'est toutes des prosthétiques, des choses comme ça qui sont faites comme ça pour le tournage du film et qui sont, je trouve, relativement bien faites. Donc beaucoup d'idées dans ce film-là et qui a occasionné encore une franchise et qui a occasionné aussi la peur frénétique des requins qu'il y a pu y avoir depuis 1975 à cause de ce film-là. Mais ça reste quand même, il ne faut pas l'oublier pour les gens, un film à la base et pas une campagne d'information contre les requins. Donc c'était ça un petit peu l'idée de Spielberg. Hein. Lui, il avait toujours ça comme idée avec, si tu reprends Duel par exemple, qui était un de ses premiers films, qui d'ailleurs, là je m'écarte du sujet, mais qui était séparé, qui était passé à la télé, une sorte de télésérie, et qui a tellement été populaire que finalement il est ressorti au cinéma. Bon, mais ce film-là reprend encore un camion, le camion, on voit jamais le conducteur finalement, on voit juste ses pieds à un moment donné dans une station essence. Mais le camion est considéré comme un monstre menaçant qui attaque, c'est ça l'idée. Et à la fin, la bête meurt d'ailleurs dans le feu et on entend crier le monstre. Donc on voit que Spielberg était beaucoup dans ces idées-là à l'époque d'un monstre qui attaque l'humain pour une raison X territoriale ou autre que tu peux imaginer éventuellement. Donc c'est réellement la poursuite de ces êtres humains qui doivent essayer de résister et de survivre. Alors Joe, c'était ça l'idée. C'était pas une idée anti-requin, c'était une idée du monstre horrifique qui poursuivrait comme ça l'être humain jusqu'à la fin.